Chers amis, bien le bonjour. Alors vous vous dites merde, ça c'est pas le bon. C'est pas le bon bonhomme, lui on le connaît peut-être pas, mais c'est pas Pierre Chaillot, c'est pas Décoder l'écho. Tout est prévu. Et oui, nouvelle vidéo en collaboration avec l'ami Pierre Chaillot que j'ai eu la chance et l'honneur de recevoir sur Juste Milieu. Vous allez voir une vidéo intégrale sur la chaîne de Juste Milieu, mais là on vous propose le best-of de l'échange sur Décoder l'écho. Et aussi pour tout vous dire les copains, Pierre Chaillot nous a proposé un article énorme, rempli de révélations sur les chiffres de la vaccination en Grande-Bretagne. Cet article est disponible gratuitement. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Cliquez dessus pour le recevoir. C'est l'article au centre de l'échange que nous avons dans cette vidéo qui suit. Nous avions vraiment à cœur de vous proposer cela gratuitement. C'est très important. Cette information doit circuler. N'hésitez pas à le faire tourner autour de vous. C'est très important. Maintenant, je vous laisse avec le roi de la maison. Merci de m'avoir écouté. Bonne vidéo. Taisez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur Juste Milieu, nouvel épisode de Ça discute avec votre rendez-vous où on papote. Et aujourd'hui un visage que l'on reçoit pour la deuxième fois sur Juste Milieu, vous le connaissez évidemment, c'est Pierre Chaillot avant toute forme de discussion. Cher Pierre, comment vas-tu ? Écoute, cher Rémi, ça va très bien et merci de me recevoir une deuxième fois sur Juste Milieu, c'est toujours un honneur et un plaisir. Tout pareil, tout pareil. Aujourd'hui, en plus, voilà, beaucoup d'actualités. On va revenir, bien évidemment, sur cet ouvrage. Et là si vous ne l'avez pas encore lu, vous éteignez l'ordinateur, direction la librairie. C'est Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. On t'avait reçu pour en parler plus en détail il y a quelques mois maintenant. Et aujourd'hui, voilà, la collaboration, elle s'accélère presque. Beyoncé, Jay-Z, on est là-dedans. Tu nous fais l'amitié de rejoindre l'aventure du banquet avec un nouvel article. Ce sera dans le numéro de novembre qui est tout près, qui arrive. Vacciné, non vacciné, on sait qui meurt le plus. Là, il y a de la révélation au mètre carré. Avant d'en parler, avant de présenter tout ça, on va y aller petit à petit. L'échauffement, c'est important. Et justement, on va revenir sur ton ouvrage, un véritable succès, on peut le dire, on en a beaucoup parlé. Et après, c'est ça la question. Et après, quel bilan tu fais aujourd'hui alors que tout ça retombe sans retomber, parce que la question des effets secondaires se pose un peu plus chaque jour, pardon. Quel bilan d'étape tu fais aujourd'hui et aussi à travers les échos que tu as autour de toi sur la perception du Covid, les problèmes qui remontent ou pas? Alors oui, il y aurait pas mal de choses à dire. Bon, déjà sur sa sortie, ça s'est fait en différentes étapes, hein. Il y a eu tout d'abord une certaine, comment dire, une unanimité on va dire, de l'ignorance ou bien du silence médiatique au sujet de la sortie du livre. Donc il y a quelques médias qui ont accepté de diffuser avec des personnalités comme Berkoff par exemple, même été reçu par Pascal Praud, mais voilà, qui avaient déjà par le passé mis sur le devant de la scène des personnes qui avaient des discours un peu différents de la doxa. Mais dans le reste du mainstream, ça a d'abord été silence radio complet. Il fallait surtout pas en parler. Donc malgré ça, le livre, on a quand même été en tête des ventes des essais pendant quelques semaines. Bon, jusqu'au passage chez Pascal Praud, ça nous a fait encore décoller un coup. On était en tête des ventes Amazon, Fnac, tout ça. Et puis c'est la sortie du livre d'Alexandre Orion-Code, c'est Les Apprentis Sorciers, qui est sorti le 8 mars 2023. Et alors là, branle-bas de combat, puisque bon, son éditeur c'est Albin Michel, qui est un gros éditeur qui a pignon sur rue, donc ils en ont balancé des dizaines de milliers partout. C'est un personnage qui est très connu, avec directrice de recherche, etc. Et donc ça a jeté un pavé dans la mare terrible, du fait notamment de la notoriété d'Alexandre Orion-Code, de son appui, on va dire, médiatique, de la puissance de son éditeur, ce qui a fait que là, il y a une contre-attaque de la part des médias. Et donc du silence précédent qui était leur stratégie, on tait, ça va s'arrêter. Là, du coup, ils se sont sentis obligés, on s'est retrouvé numéro 1 et numéro 2 en tête des ventes à ce moment-là, donc de sortir des articles dans Le Parisien, dans Libé, etc. pour nous cracher dessus. Bon, malgré ça, on a quand même fait des bonnes ventes. Ce que ça a fait vraiment en termes d'impact, c'est quand même que ça a réussi à pousser les libraires, les rares qui le mettaient, notamment quelques Fnac qui le mettaient de temps en temps en devanture. Tout cela, ils ont tout viré, et parce qu'il fallait pas faire de la promotion de complotistes. Donc on va dire que la stratégie médiatique, elle a quand même payé d'une certaine manière, qui a été de réinvisibiliser. Juste après le 8 mars, on commençait à trouver mon bouquin en tête de gondole à certains endroits, et là, pouf, il a redisparu direct. Et donc très clairement, du côté des grandes enseignes comme les Fnac, la stratégie c'est de dire on va le vendre sur Internet, mais surtout on ne se vante pas qu'on le vend et qu'il fait des bons scores, il faut pas que ça se sache. Donc ça a été vraiment la deuxième phase, c'est intéressant, du point de vue médiatique.
Sinon, tu vas poser la question de la perception des gens. Quand le bouquin est sorti, on était encore quand même dans début 2023, dans l'histoire du Covid, où il y avait encore des gens qui avaient un petit peu peur de tomber malade, tout ça. Et donc il y avait des questions qui restaient un peu tabous, notamment parce que je montre sur l'absurdité des tests, ou bien le fait que tout ce qu'on a compté comme Covid-19, c'est de la codification, c'est de l'administratif. C'est du comptage, et ça n'a rien à voir avec une nouvelle maladie qui ferait d'autres choses. Et ça, cette question était un peu tabou, alors qu'aujourd'hui, maintenant que les gens n'ont plus peur du Covid, même ceux qui ne sont pas vaccinés, ont réussi à aller dans la discussion un peu plus profondément sur la manière dont sont comptées les maladies à l'hôpital, ce que ça fait sur notre perception de la maladie en général et tout ça. Donc il y a beaucoup de progrès qui se fait au fur et à mesure du temps, où les gens n'oublient pas, mais plutôt réussissent à se désengager de l'émotion de ce qui s'est passé. Et puis sur les effets indésirables, j'ai envie de dire qu'on a tout juste commencé, puisque les gens se plaignent depuis le début. Mais si tu regardes ce qui s'est passé pour l'escroquerie H1N1, la vaccination on a vacciné 5 millions de personnes en 2009, je crois, après cette escroquerie. Je dis escroquerie parce que le rapport du Sénat français dit que c'est une escroquerie, et très clairement, il faut le dire, et que le vaccin servait à rien, tout est écrit à l'intérieur. Mais voilà, il y a eu beaucoup d'effets indésirables quand même, notamment des gens qui sont devenus narcoleptiques, ce qui est pas anodin, quand même, le fait de s'endormir, d'avoir un bout du cerveau grillé quelque part, et de s'endormir pour un oui ou pour un non, ça pourrit la vie complètement des gens qui subissent ça. Et les victimes de ça, il y a que à partir de 2021, un article qui est sorti dans l'IB, on a commencé à dire oui, ils vont recevoir des compensations. Je sais même pas si ils ont commencé à les recevoir, mais vous voyez le timing. C'est-à-dire que avant que les gens reçoivent de manière nette des compensations pour H1N1, il s'est passé 10 ans. Donc là, pour l'histoire Covid, il y a déjà, a priori, des gens qui ont reçu des compensations, parce que le ministère de la Santé l'a dit au Sénat. Mais toute cette histoire d'effet indésirable, de se faire reconnaître, de que ça soit su, reconnu par les autorités, et d'aider les gens, ça ne fait que commencer, et ça va être long. Oui, effectivement, on est qu'au début de tout cela, et en plus, ce bazar, on va dire, est saupoudré de déclarations plus que contradictoires. On avait été habitué à cela en temps de Covid, mais on se rappelle François Braun, aujourd'hui remplacé par Aurélien Rousseau, mais l'ancien ministre de la Santé, qui sur Sud Radio en mi-mai, si je dis pas de bêtises, avait expliqué qu'il fallait tourner la page. Donc, et il avait même osé la comparaison avec la fameuse grippe, que même l'OMS avait baissé le niveau de gravité du Covid. Et François Braun avait dit effectivement, on est au niveau de la grippe, validant l'une des pires thèses complotistes quand même. Ah oui, c'est extrêmement grave d'avoir des propos pareils sur le service public. Ça mériterait. D'ailleurs, il a changé d'orientation depuis. Est-ce que ça a un rapport? Mais en effet, oui, l'idée de dire évidemment, oui, les Français veulent oublier. Enfin, il y a des Français qui veulent oublier, surtout ceux qui ont pris des décisions, de façon à pas assumer ce qu'ils ont pris et à pas subir les conséquences. Donc là, il y a même tout un tas de ministres, ou bien il y a Véran, Buzyn, Édouard Philippe aussi, même des Frécy, qui sortent des bouquins, tous pour se renvoyer la balle en disant oui, alors c'est pas vraiment moi qui ai décidé. Les ministres disent nous on a suivi les experts. Voilà, des Frécy dit alors nous on n'était pas sûr, mais voilà c'est le politique qui a décidé au final. Donc voilà, tout le monde se renvoie la balle déjà en ce moment, c'est pas mal. Ça montre l'ambiance qu'il doit y avoir auprès de ces gens-là, avoir un système qui s'écroule où en effet ils aimeraient bien vite qu'on oublie tout ça et passer à autre chose. C'est vrai que oui, c'est une foire d'empoigne de déresponsabilisation comme ça qui est assez dingue. Mais une question alors qui est un peu capillotractée, un peu tirée par les cheveux, mais je serais curieux d'avoir ton avis sur ça, parce que c'est vrai que tu évoques dans ton livre les dangers psychologiques qu'il y a eu et qu'il va y avoir assurément sur les jeunes générations, mais pas seulement à cause du Covid, du confinement et autres. Mais une question, voilà, je me fais aussi un petit peu l'avocat du diable. Finalement, est-ce que nous avons intérêt, alors que nous qui effectivement avons œuvré dans tout ça, en tout cas en tant que commentateurs, analystes et tout ça, est-ce que nous avons intérêt à vouloir absolument que les gens se rendent compte de ce qui s'est passé, dans la mesure où l'humain qui se rend compte qu'il a été trompé, ou qu'il est obligé de se dédire ou de revenir sur l'une de ses actions passées, ça peut mettre un être humain dans une configuration psychologique assez délicate. Et aujourd'hui, bien évidemment, on a été face à une supercherie, une manipulation sur bien des aspects, pas tous, mais sur beaucoup d'aspects qu'on a dénoncés, que tu as dénoncés dans ton ouvrage, et qu'on a pu aujourd'hui valider. Mais est-ce qu'au fond, il n'y a pas un risque de remettre les gens dans une période terrible et de les mettre face à ce à quoi ils se sont soumis, quoi, la servitude volontaire, bonne vieille comme le monde. Oui, tout à fait. Après, sans vouloir stigmatiser les gens, on peut se planter.
Mais j'ai envie de dire, à partir du moment où on comprend qu'on s'est planté et qu'on est capable de dire ah non, je me suis fait avoir parce qu'on m'a menti, on m'a présenté des choses qui étaient fausses pour me faire peur, et du coup je n'étais pas, on va dire, j'ai pas pris les décisions et j'ai pas participé à un truc de manière rationnelle en ayant tous les éléments, tout simplement parce qu'on m'a trompé. Il y a que deux possibilités, hein. Soit on reste dans le déni et puis du coup on veut pas savoir, mais si on s'intéresse à ce qui s'est passé, ce qui est tout à fait faire amende honorable en disant on m'a menti, je me suis fait avoir et surtout on ne m'y reprendra plus, parce que c'est l'objectif que l'on a là quand on fait de la diffusion, c'est d'éviter que ça nous réarrive. Et donc on a besoin que les gens comprennent, sans vouloir les accuser d'avoir été des tortionnaires pour les autres, hein. Je le dis dans mon livre d'ailleurs, personnellement quand on a été confiné, voilà, moi je suis cadre supérieur, j'ai une maison confortable avec des enfants, un jardin, bah du coup on va pas dire que je me suis franchement rebellé à rester à la maison, en plus en avril il faisait beau. Du coup, on a profité du jardin. Ce faisant, en ne me rebellant pas, j'ai participé au fait que j'ai accepté la situation totalitaire qui n'avait aucun sens et qui ne servait à rien. Donc, je peux dire que j'ai été corrompu par le système à ce moment-là et que du coup, je ne me suis pas rebellé alors que j'aurais dû faire quelque chose. C'est qu'après, ensuite, où notamment quand on a voulu vacciner mes enfants en faisant des lois, tout ça, là, du coup, je me suis mis en ordre de bataille complet. Mais bon, chacun peut, on va dire, se réveiller à une certaine date parce qu'un élément lui fait comprendre qu'il est en train de se passer quelque chose. Donc je vais pas revenir en arrière en stigmatisant des personnes qui se sont fait avoir, qui ont prétendu certaines choses parce qu'ils répétaient ce que pour eux était la parole d'experts à la télé. Il faut juste, maintenant, si on est des responsables que l'on souhaite vivre dans un système qu'on peut appeler démocratique avec des citoyens responsables les uns à côté des autres, il faut juste réfléchir, il faut se renseigner, et puis quand on a fait une connerie, il faut être capable de l'assumer, l'expliquer, et puis voilà quoi. Donc oui, il s'agit pas de pousser les gens à les faire se retrouver en dissonance cognitive en leur disant vous avez été des tortionnaires, des salauds pendant toute cette période, mais juste faites l'effort de comprendre ce qui s'est passé de façon au moins à ce que ça ne se réapparaisse plus. Et puis surtout que les coupables, ceux qui vous ont menti, eux doivent en payer les conséquences. Et ça, pour finir ce volet-là, qui est plus celui de la continuité symbolique, presque politique des responsabilités, ce qui est fou, et je précise ce que je te disais avant sur ma question, parce que je ne voudrais surtout pas laisser l'impression de dire finalement les gens ont plutôt pas intérêt à regarder ce qui s'est passé, ont plutôt intérêt à oublier, et par la même occasion blanchir les responsables. Ça n'est pas du tout mon idée, vous vous en doutez bien. Mais justement, ce qui est dingue aujourd'hui, quand on compare la violence de ce qu'on a vécu, la violence médiatique, où tous les jours on avait ces séquences-là, ces bandeaux qui donnaient le nombre de morts, Jérôme Salomon qui tous les soirs dans un tiercé morbide venait annoncer le nombre de morts en direct à la télévision. Ces gens-là se sont carapatés dans l'espace médiatique, dans cet immense désert médiatique. Aujourd'hui, on ne voit plus personne, et ceux qu'on voit, on a l'impression vraiment ils avaient un rôle minime. C'est Agnès Buzyn qui fait un journal, et vous avez Patrick Cohen sur C'est à vous, dans une séquence remplie d'entre-soi, qui explique mais finalement, ça va. C'est quand même fou tout ça. Est-ce que tu penses que finalement, un jour, ils vont en payer les conséquences juridiques, bien sûr, on l'imagine, ou est-ce que tout ça va se balayer comme ça commence déjà à l'être? Il faudrait pour ça un profond changement de gouvernance. Tant que ce sont les mêmes qui sont à la tête de l'État, il risque pas d'y avoir d'enquête sérieuse qui soit faite d'aucune sorte. Tout le monde se tient par la barbichette. Tenez, il y a le ministre comme Aurélien Rousseau qui a dit une énorme ânerie, on en parlera peut-être après, mais il y a une plainte contre lui. C'est, comment ça s'appelle, des gens pensent plainte au Conseil de la République. J'ai oublié le nom, mais il y a une Cour de justice de la République. Cour de justice de la République, exactement. Cette Cour de justice de la République, en fait, il y a que 4 magistrats, et puis il doit y avoir 9 sénateurs, 9 députés à l'intérieur, quelque chose comme ça en proportion. 3 et 12, ça fait. Ouais, c'est ça. Donc, ça doit être 3, 6, 6. Ce qui fait que de toute façon, même si on est coupable de quelque chose et que les 4 magistrats disent, oui, vous êtes forcément coupable, il y a tous les autres qui sont là pour sauver le ministre. C'est quelque chose qui a été mis en place sous Balladur, je crois, à l'époque, de façon à faire que jamais un membre du gouvernement, de toute façon, ne puisse assumer les conséquences, n'ait à assumer les conséquences de ses actes. Donc tant qu'il y a des systèmes comme ça qui ont été mis en place au fur et à mesure du temps pour protéger tous les gouvernants et que tout le monde se tient par la barbichette, je te dis rien, tu me dis rien, on est tous protégés les uns les autres, il risque pas d'y avoir d'enquêtes sérieuses qui mettent en cause des membres du gouvernement. Donc avant toute chose, il va falloir un certain séisme
un certain séisme politique qui peut apparaître de différentes manières, de façon à, en effet, poser la vraie question des coupables. Et ça ne concerne pas le Covid, ça concerne un certain nombre d'affaires qui ne sont pas jugées depuis tant d'années. Donc de toute façon, ça veut dire qu'il faut quand même continuer à faire ce qu'on fait, de tout répertorier, tout avoir en tête, mais on va dire que les vrais procès, s'il y en a de tout ce qui s'est passé de ces dernières années, ça n'arrivera que à la suite d'un changement qui est beaucoup plus profond que juste une alternance. Oui, effectivement, ça appelle à beaucoup d'autres réflexions sur cette thématique-là, ce domaine-là. Et peut-être ce qui pourrait devenir l'un des déclencheurs justement d'une prise de réaction plus large et donc de conséquences plus certaines pour les responsables de cette période-là, c'est la question de la vaccination, la question des effets secondaires. Et on se retrouve aujourd'hui autour de cet article-là que tu nous as proposé dans le numéro de novembre du Banquet. J'invite nos spectateurs, bien sûr, à lire en description si vous voulez découvrir l'article, bien évidemment, et recevoir le Banquet en vous abonnant à la revue. Vacciné, non vacciné, on sait qui meurt le plus, c'est le nom de ton article, voilà, qui est un pavé dans la mare. Là, on peut le dire, un pavé dans la mare, mais sur cette question qui, en même temps, doit se poser. Et là aussi, on est face à une réflexion qui a disparu assez vite, parce que même si nos amis fact-checkers parlaient de la question de la vaccination et des effets secondaires pour dire circuler, il n'y a rien à voir, au moins ils en parlaient. Donc ça avait le mérite de pouvoir peut-être alerter l'opinion publique, quel que soit le camp, on va dire. Mais là, il n'y a même plus rien. Les fact-checkers sont au chômage, l'affaire du fonds Marianne est passée par là, on n'a plus de nouvelles. SOS Julien Pain, si quelqu'un a des infos, parce qu'on ne les voit plus. Et tu proposes cet article-là en te basant sur les données de nos amis anglais. Alors, en guise d'introduction pour présenter ce travail-là, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé et pourquoi faut-il aller en Angleterre pour trouver des réponses? Tout simplement parce qu'il y a une statistique qui n'existe actuellement, enfin en tout cas je l'ai trouvée que diffusée par les Anglais, par l'ONS, l'Office statistique anglais, donc c'est Angleterre et Pays de Galles, je précise, l'ONS, pas l'Irlande du Nord ni l'Écosse, qui ont leur propre institut statistique. Et donc, il y a une question toute simple suite à la vaccination, c'est de se dire, s'il y a une pandémie mortelle avec un virus tueur qui fait des ravages dans la population, et que contre ce virus mortel, il existe un vaccin sûr et efficace, alors on doit montrer de manière très simple que les vaccinés meurent moins. C'est tout bête. Voilà, c'est juste une statistique, par âge évidemment, parce que c'est d'abord l'âge le premier facteur de décès, mais voilà, par âge, on doit montrer nettement que ce sont les vaccinés qui meurent moins, point barre. Donc c'est statistique simple, on prend tous les décès qu'il y a eu, on regarde si la personne était vaccinée ou n'était pas vaccinée, et on regarde tous les décès là-dedans, et on doit prouver que les vaccinés meurent moins. Et donc, au tout début de la crise, il y avait l'Écosse notamment, qui sont leurs voisins, l'Institut statistique écossais, qui publiait ces données. Et direct, dès les premières données, ils montraient que les vaccinés mouraient plus. Et donc, ils ont pris leur courage à deux mains et ils ont effacé toutes les données en disant, on veut pas alimenter de discours complotistes, le vaccin c'est sûr et efficace, donc il y a sûrement un problème dans les données, on diffuse plus. Voilà, point. Circulaire, il n'y a rien à voir. Et il y a les Anglais qui ont continué à diffuser ça, donc c'est ça qui est intéressant, il faut aller les voir. Donc au tout début, ils ont montré que en effet ils avaient des vagues de décès chez les non vaccinés. Donc voilà, ils étaient tout fiers d'eux. Ça c'était pour la campagne de la première dose. Donc là, vague de décès chez les non vaccinés, pile pendant la campagne de vaccination, il y a les non vaccinés qui meurent. Bon, déjà c'est étrange, mais bon, ils étaient contents de leur narratif du vaccin qui marche. Et puis arrive la deuxième dose, parce que l'Angleterre se fait par vague. Tout le monde était vacciné de la première dose en même temps, puis ensuite il s'est passé 2 mois, je crois, et puis tout le monde a la deuxième dose en même temps, et puis ensuite il y a eu 6 mois et la troisième dose, etc. C'est par vague et c'est tout le monde à la fois. Et bon, quand ils ont fait leur campagne de vaccination pour la deuxième dose, là dans les statistiques, on a vu une hécatombe chez les vaccinés une dose, et pas du tout les non vaccinés. Alors là on se dit c'est quand même étrange quoi. À chaque fois qu'on fait une dose, il y a une hécatombe chez ceux qui ont reçu la dose N-1. Puis là, ils lancent leur troisième dose, et là, on voit une hécatombe chez les vaccinés 2 doses, et pas chez les autres. Et du coup, on dit, mais il y a quelque chose qui va pas, c'est marrant, on lance une vaccination. Alors, il y a des grands scientifiques, qui font des théories. Oui, c'est parce que, du coup, quand on lance la vaccination, ça fait une immunité contre les vaccinés, mais du coup, si on a reçu une dose de moins, ça ferait un virus qui attaquerait ces gens-là. Enfin bref, on a des explications scientifiques. Et puis, il y a Norman Fenton et son équipe qui analysent les données et qui disent, en fait, ça c'est un cas extrêmement classique. C'est juste que, regardez, vous prenez les données, si jamais il y a un problème au niveau de l'enregistrement, c'est-à-dire que quand vous vaccinez une personne et qu'elle décède juste après, elle est considérée non vaccinée.
eh bien ça va faire ces courbes-là, tout bêtement. Donc voilà, c'est pendant votre campagne pour la première dose, ben, si les gens meurent dans les 15 jours suivant la première dose, ils sont considérés morts non vaccinés. Et donc ça vous fait une hécatombe qui apparaît chez les non vaccinés, qui sont juste les décès des vaccinés une dose. Et puis bah, c'est pareil, quand vous lancez la deuxième dose, eh bien, les gens qui décèdent juste après avoir reçu la deuxième dose, eh bien, ils seront considérés morts avec une seule dose alors qu'ils en ont eu deux. Du coup, ça vous fait une hécatombe chez les une dose et pas chez les zéro doses. Et c'est pour ça que les zéro doses paraissent protégés. Etc. Et donc ça fait ça à chaque vague. Donc l'explication dans Madfeton, elle est nickel, ça explique parfaitement les données. Donc il y a beaucoup de questions qui sont posées à l'office statistique pour dire, dis donc, vous masquez les données, là, le vaccin n'est pas efficace pendant 15 jours, vous faites comme tous les autres. Donc il n'y a pas de réponse officielle de leur part. En revanche, il y a une réponse des Suédois qui, sur leurs propres données, qui ont répondu, une internaute qui a fait tous les calculs, et ils ont répondu, bah voilà, le Suédois est honnête a priori, donc Institut statistique, vous pendant 15 jours, du coup, les gens sont considérés non vaccinés, ils répondent oui, on fait ça. Et du coup, tout le monde s'arrache les cheveux en disant mais c'est incroyable. Et voilà, donc l'histoire initiale c'est ça. On a des données qui sortent avec des biais. Mais bon, même en prenant ces biais, donc on sait que les gens sont pas enregistrés. Si on décède juste après la vaccination, on considère que la vaccination n'a pas eu lieu, donc c'est un énorme biais. Malgré ça, on se rend compte au fur et à mesure du temps, eh bien qu'on a des proportions dans les décès qui sont pas en faveur des vaccinés. C'est-à-dire que pour savoir si le vaccin protège de quelque chose, on regarde la part de vaccinés dans la population générale, tout bêtement, et on regarde la part de vaccinés dans les décès. Et on compare les deux. Bon, bah, par exemple, s'il y a 50% de vaccinés dans la population générale et 50% de vaccinés parmi les décès, bah, ça veut dire qu'on voit absolument aucun impact du vaccin sur la mortalité, quoi. Voilà, les gens qui décèdent sont les mêmes que les gens normaux, enfin que les gens vivants, donc c'est-à-dire que ça protège pas. Si jamais on voyait 50% de vaccinés dans la population, mais que 25% de vaccinés dans les décès, on se dira il y a très peu de vaccinés qui décèdent. C'est donc qu'on a soit un effet protecteur, soit un biais statistique qui fait que les gens vaccinés sont peut-être en meilleure santé. Mais en tout cas, on conclurait quand même que ce qu'on observe, c'est plutôt un effet protecteur du vaccin. Et là, ce qu'on observe, c'est l'inverse. C'est-à-dire que on a, je sais plus quel pourcentage de vaccinés dans la population par tranche d'âge, mais mettons 50, et là on voit 50% de vaccinés dans la population, mais 60% de vaccinés parmi les décès. Autrement dit, on a une surreprésentation des vaccinés parmi les décès. Et ça depuis depuis quasiment le début où on a les stats, où au moins on a passé des vagues là où c'est du n'importe quoi à cause de l'artefact que j'ai expliqué. Et donc ça, c'est un problème. Ça veut dire qu'on a un institut anglais qui nous donne le statut vaccinal dans la population, qui nous donne le statut vaccinal parmi les décès, et qui, selon ces statistiques, nous montre partout que ce sont les vaccinés qui meurent trop. Ils sont surreprésentés parmi les décès. Donc c'est ça l'article, on a un vrai problème. Donc on n'a que deux possibilités, hein. Soit on va réfuter les statistiques de l'Institut anglais en disant oui mais les statistiques sont pas fiables, c'est pour ça qu'on voit ça et ça n'a pas de sens. Mais si les statistiques sont pas fiables, ça veut dire que toute la politique vaccinale se base sur quelque chose qui n'est pas fiable. Donc autrement dit, ça veut dire que le gouvernement se fout de nous depuis le début. Bon, et si jamais, inversement, les statistiques sont fiables, ça veut dire que le gouvernement se fout de nous depuis le début, puisque ce sont les vaccinés qui meurent trop. Donc en fait, on n'a pas des masses de choix dans les conclusions de ce qu'on peut tirer de cette analyse.